Lorsque mon fils s'est marié, j'ai gardé le secret des 95 millions de dollars, juste pour voir qui me traiterait avec respect. Je m'appelle Samuel Washington, et je vais vous raconter une histoire qui a bouleversé tout ce que je pensais savoir sur la famille, le respect et la véritable nature du cœur des gens. À 63 ans, j'ai vu assez de ce monde pour savoir que l'argent change les gens, parfois pour le mieux, souvent pour le pire. Mais rien n'aurait pu me préparer à ce que j'ai découvert après le décès de ma bien-aimée épouse Lorraine, au printemps dernier. Avant de poursuivre mon histoire, abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, et commentez depuis quel pays vous écoutez. J'aimerais savoir si on m'écoute à travers le monde. Merci. Lorraine et moi étions mariés depuis 38 ans. Elle était mon ancre, ma boussole, la femme qui m'a fait croire au coup de foudre lorsque je l'ai aperçue à un bal de retrouvailles à l'université Howard en 1986. Nous n'étions pas riches. Je travaillais comme superviseur de maintenance dans un hôpital municipal, et elle enseignait en 3e année à l'école primaire locale. Nous vivions confortablement dans notre modeste maison de 3 chambres dans le sud-est de Washington, D.C., avons élevé notre fils Marcus Wright, et n'avons jamais manqué de l'essentiel. Lorsque les médecins nous ont annoncé le cancer agressif qui se propageait dans son pancréas, nous n'avions que 3 mois pour tout assimiler, 3 mois pour dire tout ce que nous n'avions jamais dit, pour nous serrer dans les bras à travers les larmes, pour nous préparer à une vie que je ne pouvais imaginer sans elle. Sam, m'a-t-elle murmuré lors d'une de nos dernières conversations, sa voix à peine audible par-dessus les machines de l'hôpital. Il y a quelque chose dans le coffre-fort à la First National, boîte 247. La clé est dans mon coffret à bijoux, derrière la doublure de velours. Je pensais qu'elle parlait de documents importants, de certificats de naissance, peut-être de quelques obligations héritées de sa grand-mère. Lorraine venait d'une famille qui croyait en l'importance de conserver des choses au cas où, et je m'attendais à trouver peut-être quelques milliers de dollars en vieilles obligations d'épargne. 2 semaines après les funérailles, quand la maison était trop silencieuse et que j'avais besoin d'occuper mes mains, je me suis enfin rendue à la banque. La jeune guichetière, une fille adorable qui se souvenait de Lorraine pour ses visites fréquentes, m'a conduit à la salle des coffres-forts avec un sourire compatissant. Madame Washington était une femme tellement charmante, a-t-elle dit doucement. Je suis tellement désolée pour votre perte. J'ai hoché la tête, incapable de faire confiance à ma voix, et j'ai tourné la clé. À l'intérieur de cette petite boîte métallique se trouvait une enveloppe Kraft, assez épaisse pour étouffer un cheval. Mes mains tremblaient en l'ouvrant, m'attendant à trouver peut-être des documents d'assurance ou de vieilles photos. Au lieu de cela, j'ai trouvé des documents qui m'ont fait m'asseoir lourdement sur la petite chaise fournie. Des documents de fiducie, des portefeuilles d'investissement, des actes immobiliers, tous au nom de jeunes filles de Lorraine, Lorraine Catherine Mitchell, des noms et des comptes dont elle n'avait jamais parlé. Le total final, selon l'écriture soignée sur la feuille récapitulative dans son élégante écriture d'enseignante, était de 94 847 293,17 $, soit 95 millions de dollars, à quelques centimes près. J'ai lu ce chiffre tellement de fois que le garde de sécurité est venu vérifier si j'allais bien. Il s'est avéré que ma Lorraine, ma douce femme enseignante, était millionnaire, multimillionnaire depuis près de 30 ans, et je ne le savais pas. Elle m'avait vu stresser pour les factures, faire des heures supplémentaires pour payer les manuels de Marcus, économiser chaque centime pour ses frais universitaires, tout en siégeant sur assez d'argent pour acheter la moitié du quartier. Mais je comprenais pourquoi elle l'avait fait. Lorraine me connaissait mieux que je ne me connaissais moi-même. Elle savait que j'avais de la fierté, peut-être trop. Elle savait que j'avais besoin de sentir que je subvenais aux besoins de ma famille de mes propres mains. Et elle avait raison. J'ai décidé de ne pas en parler à Marcus immédiatement. Mon fils venait de terminer sa résidence à Johns Hopkins et commençait sa carrière de chirurgien pédiatrique. Il était enfin indépendant, traçant son propre chemin, et je voulais voir comment cet argent pourrait changer les choses, ou s'il devait changer quoi que ce soit. Marcus avait toujours été un bon garçon, respectueux et travailleur. Il appelait tous les dimanches, rendait visite quand il le pouvait, et ne m'avait jamais fait sentir que mon travail ouvrier était quelque chose dont il fallait avoir honte. Mais récemment, quelque chose avait changé dans sa voix lors de nos appels. Il y avait une excitation,
une énergie nerveuse qui me rappelait comment il parlait avant les grands examens. 3 mois après avoir découvert le secret de Lorraine, Marcus est venu de Baltimore avec une nouvelle qui expliquait tout. « Papa, je veux te présenter quelqu'un de spécial », a-t-il dit, pratiquement en rebondissant sur le canapé du salon comme s'il avait de nouveau 12 ans. « Elle s'appelle Victoria Ashworth, et je vais lui demander de m'épouser. » Le nom Ashworth ne me disait rien, mais la façon dont Marcus l'a dit, comme s'il annonçait avoir gagné à la loterie, m'a fait tendre l'oreille. « Parle-moi d'elle, fiston. » Les yeux de Marcus se sont illuminés d'une manière que je n'avais pas vue depuis qu'il avait été accepté en école de médecine. « Elle est incroyable, papa. Intelligente, belle, gentille. Elle termine son MBA à Georgetown et sa famille, eh bien, ils sont assez prospères. Son père possède Ashworth Capital Management. » Je ne reconnaissais toujours pas le nom, mais je pouvais entendre l'admiration dans la voix de mon fils. « Et tu l'aimes ? » « Je l'aime plus que tout, » a-t-il dit, et je pouvais voir qu'il était sincère. « Je veux l'amener pour te la présenter le week-end prochain, si ça te va. Peut-être qu'on pourrait dîner ici, comme avant, quand j'étais petit. » J'ai accepté, bien sûr. Je voulais rencontrer la femme qui avait conquis le cœur de mon fils. Mais quelque chose dans l'attitude de Marcus, une nervosité que je n'avais jamais vue auparavant, m'a fait me demander ce qui le préoccupait vraiment. Victoria Ashworth était tout ce que Marcus avait promis et plus encore. Belle d'une manière digne d'une couverture de magazine, avec des cheveux blond miel et l'assurance de quelqu'un qui n'avait jamais douté de sa place dans le monde. Elle était gracieuse et polie, complimentant ma maison et posant des questions pertinentes sur mon travail à l'hôpital. Mais il y avait autre chose, quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait cerner. C'était dans la manière dont ses yeux balayaient rapidement mon modeste salon, observant les meubles usés et les photos de famille. C'était dans son sourire quand j'ai servi le dîner sur la belle vaisselle de Lorraine, des assiettes qui nous semblaient élégantes, mais qui devaient paraître pittoresques à quelqu'un qui avait grandi dans la richesse. « Monsieur Washington, Marcus m'a tellement parlé de vous », a-t-elle dit en dégustant mon essai du rôti de Lorraine. « Ça doit être tellement gratifiant de travailler dans la maintenance des soins de santé. Vous faites vraiment tourner les choses. » Son ton était parfaitement agréable, mais quelque chose dans la façon dont elle a insisté sur « maintenance » m'a crispé la mâchoire. Marcus n'a rien remarqué ou a choisi de l'ignorer. « Papa est modeste », a-t-il ajouté. « Ce n'est pas juste de la maintenance. Il est le chef de la gestion des installations pour tout l'hôpital. Il ne pourrait pas fonctionner sans lui. » Victoria a souri gentiment. Bien sûr, les travailleurs essentiels sont tellement importants. L'expression « travailleurs essentiels » flottait dans l'air comme un défi. Ce n'était pas ce qu'elle disait, c'était la manière dont elle le disait, comme si elle tapotait la tête d'un enfant qui faisait de son mieux. Mais Marcus rayonnait, et Victoria était assez polie, alors j'ai gardé mes observations pour moi. Si mon fils était heureux, je pouvais tolérer un peu de condescendance de la part de sa future épouse. C'est en partant que j'ai entendu une conversation qui m'a vraiment ouvert les yeux. J'étais dans la cuisine, en train d'emballer des restes pour Marcus à ramener à Baltimore, quand j'ai entendu la voix de Victoria venant du porche. « Chérie, es-tu sûre de vouloir organiser le mariage ici à Washington ? Je veux dire, ton père semble adorable, mais quoi ?» La voix de Marcus était plus tranchante que je ne l'avais entendue depuis des années. « Rien. C'est juste que mes parents sont habitués à un certain niveau. Tu sais, peut-être qu'on pourrait faire une petite cérémonie ici et une réception plus grande au country club. Comme ça, tout le monde est à l'aise. Mon père m'a élevé, a dit Marcus. C'est d'ici que je viens. Et j'aime ça chez toi, Marcus. J'aime ton authenticité, ton passé. C'est rafraîchissant. Je veux juste m'assurer que tout le monde se sente bienvenu. Tu sais, parfois, les gens de mondes différents peuvent se sentir déplacés. J'ai entendu Marcus soupirer. Peut-être que tu as raison. On pourrait faire quelque chose au club de tes parents. Ma main s'est arrêtée sur le papier aluminium. Mon fils, le garçon que j'avais élevé pour être fier de ses origines, commençait déjà à compromettre qui il était.
Je n'ai rien dit quand Marcus est revenu chercher les restes. Je l'ai serré dans mes bras et j'ai dit à Victoria que c'était un plaisir de la rencontrer. Mais cette nuit-là, allongée dans le lit que j'avais partagé avec Lorraine pendant 38 ans, j'ai pris une décision. J'allais garder ce secret d'argent un peu plus longtemps. Je voulais voir jusqu'où cette histoire irait. Au cours des mois suivants, alors que les préparatifs du mariage s'intensifiaient, j'ai mieux connu la famille Ashworth, et plus j'en apprenais, moins j'aimais ce que je voyais. Charles Ashworth III était le genre d'homme qui s'assurait que vous sachiez qu'il était important dès les 5 premières minutes de conversation. Il gérait des portefeuilles d'investissement pour des individus fortunés, ce qu'il mentionnait fréquemment. Sa femme Patricia était ce que ma grand-mère aurait appelé une femme de la haute société. Le type de femme qui organisait des galas de charité et parlait de redonner à la communauté tout en regardant à travers les personnes qui lui servaient ses boissons. Il vivait dans une maison coloniale à Potomac, Maryland, avec une allée circulaire, des jardins impeccablement entretenus et l'élégance discrète de l'argent ancien. Quand Marcus m'a emmené dîner chez eux, j'avais l'impression de visiter un musée. « Samuel », a dit Charles, en serrant ma main dans ce qui était probablement censé être une poignée de main ferme, mais qui semblait plus un test de ma force. « Marcus nous dit que vous travaillez à l'hôpital. Ça doit être un travail gratifiant de garder les lumières allumées. » Encore cette condescendance enveloppée de politesse. « Ça a ses récompenses, » ai-je répondu calmement. Patricia était plus subtile, mais tout aussi claire dans ses opinions. « Nous sommes tellement excités pour le mariage », s'est-elle exclamée en sirotant des cocktails servis par un personnel en uniforme. Victoria a un goût si diversifié pour les gens. C'est l'une de ses qualités les plus admirables. Un goût diversifié pour les gens, comme si Marcus était un accessoire exotique qu'elle avait trouvé dans une boutique. Tout au long de la soirée, j'ai vu mon fils se transformer sous mes yeux. Le Marcus que je connaissais, confiant, direct, fier de ses accomplissements, est devenu déférent, presque apologétique. Quand Charles a posé des questions sur sa résidence, Marcus a minimisé ses réussites. Quand Patricia a mentionné le budget du mariage, Marcus a rapidement proposé de contribuer plus que je savais qu'il pouvait se permettre. « Ne sois pas ridicule, chérie », a ri Patricia, en touchant le bras de Marcus comme s'il était un enfant adorable mais confus. Charles et moi sommes heureux de prendre en charge les dépenses du mariage. Nous comprenons les différences financières entre nos familles. La manière dont elle a dit « différences financières » donnait l'impression que nous étions des réfugiés qu'ils avaient gracieusement décidé de parrainer. Mais c'est la conversation sur la liste des invités du mariage qui m'a vraiment marqué. « Maintenant, Samuel », a dit Patricia, consultant un carnet relié de cuir, « nous aurons besoin d'une liste de votre famille et de vos amis pour les invitations. Le lieu peut accueillir environ 300 invités. » 300 invités. Lorraine et moi nous étions mariés dans le sous-sol de notre église avec peut-être 60 personnes, et nous pensions que c'était une foule. Je n'ai pas besoin de beaucoup d'invitations. La plupart de ma famille est partie, et j'ai peut-être 20 amis que j'aimerais inviter. Le sourire de Patricia est devenu encore plus crispé. Bien sûr, nous comprenons. Parfois, les familles plus petites sont plus chaleureuses. Charles s'est raclé la gorge. Nous devrions probablement discuter des arrangements de placement aussi. Nous aurons quelques associés d'affaires importants, des sénateurs, des juges, des PDG. Nous voulons nous assurer que tout le monde est à l'aise. Le message non dit était clair. Mes 20 amis de l'hôpital et du quartier n'allaient pas être assis avec les sénateurs et les PDG. Marcus n'a rien dit. Il a juste hoché la tête comme si tout cela était parfaitement raisonnable. Cette nuit-là, en rentrant chez moi dans ma maison vide, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années, de la honte. Pas de la honte de qui j'étais ou de ce que j'avais accompli, mais de la honte que mon fils laisse ces gens le rendre honteux de ses origines. J'ai pensé à Lorraine, à la manière dont elle aurait géré les Ashworth. Elle aurait souri gentiment, complimenté la robe de Patricia, et d'une manière ou d'une autre, elle aurait fait comprendre qu'elle n'était pas impressionnée par leur argent ou leur attitude. Elle avait une façon de préserver sa dignité tout en poussant les autres à examiner la leur. Elle m'a tellement manqué à ce moment-là que j'ai dû m'arrêter sur le bord de la route pour me ressaisir.
En rentrant chez moi, j'ai regardé les relevés bancaires des comptes que Lorraine m'avait laissés. 95 millions de dollars. Plus d'argent que les Ashworth n'en avaient probablement, malgré toute leur posture. Plus d'argent que Marcus ne pouvait l'imaginer. Mais j'ai gardé le secret. Je voulais voir jusqu'où cela irait. À mesure que la date du mariage approchait, les petites piques subtiles devenaient moins subtiles. Lors d'une dégustation de gâteaux dans une pâtisserie haut de gamme à Georgetown, Patricia a pris soin de mentionner qu'il maintenait les coûts raisonnables parce que tout le monde ne pouvait pas se permettre le niveau de luxe. Quand nous avons visité le lieu, un country club exclusif qui coûtait probablement pour une nuit plus que ce que je gagnais en 6 mois, Charles a tenu à me dire que l'adhésion avait un processus de sélection très strict, mais que je ne devais pas m'inquiéter car j'étais leur invité. La goutte d'eau a été la discussion sur les places pour le dîner de répétition. Nous étions réunis dans la salle à manger des Ashworth, passant en revue les derniers détails, quand Patricia a sorti son plan de table. Maintenant, Samuel, a-t-elle dit sans lever les yeux de ses papiers soigneusement organisés, nous vous avons placé à la table 12, près du fond. Vous serez avec certains de nos invités, disons, plus décontractés. Nous avons pensé que vous seriez plus à l'aise là-bas. Table 12, près du fond, avec les invités décontractés. Marcus étudiait son téléphone, prétendant ne pas entendre la conversation. Victoria arrangeait des fleurs, également commodément distraite. Très bien, ai-je dit calmement. Patricia a rayonné comme si je venais de lui faciliter la tâche. Merveilleux. Vous êtes tellement compréhensif, Samuel. Tout le monde ne serait pas aussi gracieux face à la logistique d'un grand mariage. Mais Charles n'avait pas fini. Nous apprécions vraiment votre flexibilité, samedi. Puis-je vous appeler Sam? Ce genre d'événement peut être intimidant pour les gens qui n'y sont pas habitués. Nous voulons que tout le monde se sente bienvenu, mais nous devons aussi tenir compte des attentes de nos autres invités. Les attentes de leurs autres invités, comme si j'étais une sorte d'embarras qu'ils devaient gérer. Je comprends parfaitement, ai-je dit, et c'était vrai. Je comprenais que ces gens me voyaient comme le fardeau de Marcus, quelque chose à tolérer et à cacher là où je ne pourrais pas embarrasser leurs amis importants. Ce qui faisait le plus mal, ce n'était pas leur attitude. J'avais affronté le préjugé et la condescendance toute ma vie. Ce qui faisait mal, c'était de voir mon fils l'accepter. Marcus, le garçon que j'avais appris à se défendre et à défendre les autres. Marcus, qui m'avait vu faire des doubles quarts pour payer ses études et n'avait jamais agi comme si j'avais honte d'un travail honnête. Marcus, qui se vantait auprès de ses amis de la manière dont son père réparait tout à l'hôpital. Ce Marcus était assis là, laissant ses futurs beaux-parents traiter son père comme un citoyen de seconde zone. Le mariage était tout ce que Patricia avait promis, élégant, coûteux et conçu pour impressionner. Le country club était décoré de milliers de roses blanches et d'assez de bougies pour illuminer la moitié du Maryland. La liste des invités ressemblait à un Who des puissants de Washington. J'ai porté mon meilleur costume, celui que j'avais acheté pour les funérailles de Lorraine, et j'ai essayé de me fondre dans le décor. À la table 12, j'étais assis avec 2 parents âgés de Charles, qui semblaient confus de leur présence, une amie d'université de Victoria qui a passé toute la réception sur son téléphone, et quelques autres personnes qui étaient clairement gérées plutôt que célébrées. Depuis ma place près du fond, j'ai regardé Marcus et Victoria échanger leurs vœux devant un hôtel qui coûtait probablement plus que mon salaire annuel. Mon fils était élégant dans son smoking coûteux, et Victoria était radieuse dans une robe qui, j'ai appris plus tard, coûtait plus cher que ma voiture. J'ai pensé à Lorraine pendant la cérémonie. Je savais qu'elle aurait versé des larmes de joie, mais elle aurait aussi été blessée par la manière dont nous avions été traités. La réception était une démonstration soigneusement orchestrée de richesse et d'influence. Charles a prononcé un discours sur l'accueil de Marcus dans leur famille, qui donnait l'impression qu'il lui rendait un immense service. La demoiselle d'honneur de Victoria a parlé de la chance qu'avait Victoria de trouver quelqu'un d'aussi authentique et terre à accent grave-terre. Tout était magnifique. Tout était parfait. Et je me sentais comme un étranger au mariage de mon propre fils. Marcus ne m'avait pas parlé depuis la cérémonie, hormis une rapide poignée de main et un « merci d'être venu, papa ».
Il était trop occupé à faire le tour de la salle, à serrer la main des associés de Charles, à rire à des blagues de gens qui n'avaient probablement jamais entendu parler de lui 6 mois plus tôt. J'ai regardé mon fils, le garçon qui m'aidait à réparer des choses à la maison, qui m'appelait après chaque examen important pour partager ses notes, qui m'avait tenu la main aux funérailles de sa mère, se transformer en quelqu'un que je reconnaissais à peine. C'est alors que Patricia s'est levée pour son toast de mère de la mariée. Patricia Ashworth s'est levée de la table principale avec l'assurance de quelqu'un qui n'a jamais douté de sa place dans le monde. La salle s'est tue respectueusement, les verres en cristal levés en anticipation. « Bonsoir à tous », a-t-elle commencé, sa voix portant facilement à travers la salle de bal élégante. Charles et moi sommes ravis de vous accueillir tous pour célébrer cette merveilleuse union entre notre fille Victoria et son nouveau mari Marcus. Des applaudissements polis ont parcouru la foule. J'ai remarqué qu'elle avait dit « Marcus », comme si elle s'habituait encore au nom. Quand Victoria nous a parlé de Marcus pour la première fois, nous avons été impressionnés par son dévouement à sa carrière médicale et son approche authentique de la vie. C'est rafraîchissant de rencontrer quelqu'un d'aussi sincère, d'aussi préservé des pressions de notre monde moderne. Encore ce mot, authentique, comme si Marcus était une sorte d'artisanat folklorique qu'elle avait découvert dans une foire de campagne. Patricia a continué, son sourire ne vacillant jamais. Bien sûr, réunir nos familles signifie des ajustements des deux côtés. Nous avons tant appris sur différentes perspectives, différents milieux, différentes façons d'aborder la vie. Elle a fait une pause, ses yeux balayant la salle et s'attardant un instant sur la table 12, où j'étais assis avec les autres oubliés. Nous sommes confiants que Marcus s'adaptera magnifiquement aux traditions et au style de vie de notre famille, et nous espérons simplement que son côté de la famille s'adaptera également à ce nouveau style de vie. Le changement peut être difficile, mais avec de la patience et de la compréhension, nous pouvons tous apprendre à naviguer ensemble dans ces différences. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Son côté de la famille s'adaptera au nouveau style de vie, comme si nous étions un cas de charité qu'il fallait élever à leur standard. J'ai regardé Marcus, espérant voir un éclair de colère, un signe qu'il reconnaissait l'insulte que sa belle-mère venait de lancer à son père. Au lieu de cela, je l'ai vu hocher légèrement la tête, comme s'il approuvait son jugement. La salle a éclaté en applaudissements polis. Les gens souriaient et levaient leurs verres, portant un toast à la sagesse et à la générosité de Patricia Ashworth pour avoir si gracieusement accepté le choix de mari de sa fille et ses circonstances familiales malheureuses. C'est alors que quelque chose en moi s'est brisé. Pas de la colère exactement, quelque chose de plus froid et de plus déterminé que la colère, quelque chose qui ressemblait à la justice arrivant enfin à la fête. Je me suis levée. Le mouvement était assez lent pour que les gens près de moi le remarquent, mais pas assez dramatique pour interrompre le discours en cours de Patricia sur l'importance de l'unité familiale et du respect mutuel. J'ai ajusté ma cravate, la même cravate que j'avais portée aux funérailles de Lorraine, la même cravate que j'avais portée à la remise de diplôme de Marcus en médecine. Je me suis raclé la gorge. « Excusez-moi », ai-je dit, ma voix portant à travers la salle de bal avec l'autorité qui vient de 30 ans de gestion de crise dans un grand hôpital. Je suis désolée d'interrompre, Patricia, mais je pense qu'il y a quelque chose que je dois dire. La salle s'est tue. Pas le silence respectueux d'un toast prévu, mais le silence brusque et soudain de 300 personnes réalisant que quelque chose d'inattendu se passait. Le sourire de Patricia a vacillé un instant avant de revenir en place. Bien sûr, Samuel. Nous serions ravis d'entendre le père de Marcus. Elle l'a dit comme si elle indulgeant un enfant qui demandait à dire le bénédicité à la table des adultes. J'ai marché lentement vers l'avant de la salle, mes pas résonnant sur le sol de marbre poli. En avançant, je pouvais sentir le poids de tous ces regards sur moi, des sénateurs, des PDG, des juges, tous probablement en train de se demander ce que l'employé de maintenance allait dire. Marcus me regardait avec ce qui ressemblait à de la panique. Le visage de Victoria était devenu pâle. Charles était à moitié levé de sa chaise, comme s'il était prêt à m'escorter dehors si nécessaire. J'ai atteint l'avant de la salle et me suis tourné pour faire face à la foule. 300 des plus grands de Washington, tous vêtus de leurs plus beaux habits, tous attendant de voir ce qui allait se passer ensuite.
Merci à tous d'être ici ce soir, ai-je commencé, ma voix ferme et claire. Cela signifie énormément pour Marcus et Victoria d'avoir tant de personnes célébrant leur amour. J'ai fait une pause, regardant la mer de visages, certains curieux, certains inquiets, certains clairement agacés par l'interruption. Patricia vient de mentionner quelque chose à propos de s'adapter à de nouveaux modes de vie, et je veux aborder cela directement. Je me suis tournée pour la regarder, toujours souriant, mon sourire le plus poli. Vous avez absolument raison de dire que ce mariage réunit deux mondes différents, deux façons de vivre différentes. Patricia a hoché la tête avec encouragement, pensant probablement que j'allais la remercier pour sa patience face à mes humbles circonstances. Le truc, c'est que, ai-je continué, j'ai beaucoup réfléchi au respect récemment, à ce que cela signifie et à comment nous le montrons les uns aux autres. Et je me suis demandé si le respect devait dépendre de la quantité d'argent que quelqu'un possède ou s'il devait être basé sur qui il est en tant que personne. La salle était si silencieuse que je pouvais entendre la glace teinter dans les verres des gens. Voyez-vous, j'ai gardé un secret ces derniers mois. Ma défunte épouse, que Dieu ait son âme, m'a laissé quelque chose lorsqu'elle est décédée, quelque chose qu'elle m'avait caché pendant près de 30 ans, parce qu'elle avait peur que cela ne change qui j'étais. J'ai atteint la poche de ma veste et en ai sorti un morceau de papier plié, un relevé bancaire que j'avais imprimé ce matin-là, montrant le solde actuel d'un seul des comptes que Lorraine m'avait laissé. Patricia, vous avez mentionné espérer que mon côté de la famille s'adapterait à ce nouveau mode de vie. J'ai déplié le papier lentement, délibérément. Ne vous inquiétez pas pour ça. En fait, je m'adapte à ce mode de vie depuis que j'ai hérité de 95 millions de dollars de ma femme il y a 6 mois. J'ai levé le relevé bancaire pour que les gens au premier rang puissent le voir. 95 millions de dollars de l'héritage de ma femme, investis soigneusement pendant 30 ans. J'aurais pu acheter ce country club. J'aurais pu payer ce mariage 100 fois. Mais je voulais voir qui me traiterait avec respect sans savoir que j'avais plus d'argent que la plupart des gens dans cette salle. Le silence qui a suivi était celui que l'on entend juste avant que le tonnerre ne gronde, un silence complet, absolu, à couper le souffle. Le visage de Patricia était passé de pâle à gris. Charles fixait le relevé bancaire comme s'il risquait de le mordre. Victoria semblait sur le point de vomir. Mais c'est l'expression de Marcus qui m'a brisé le cœur. De la stupéfaction, oui, mais aussi quelque chose qui ressemblait à une prise de conscience, comme s'il voyait clairement pour la première fois depuis des mois. 95 millions de dollars, ai-je répété, repliant le papier et le remettant dans ma poche, de l'héritage de ma femme, investi soigneusement pendant 30 ans. J'aurais pu acheter ce country club. J'aurais pu payer ce mariage 100 fois. Mais je voulais voir qui me traiterait avec respect sans savoir que j'avais plus d'argent que la plupart des gens dans cette salle. La réponse, Patricia, est que la plupart d'entre vous m'ont traité exactement comme je m'y attendais, comme quelqu'un à gérer et à cacher, comme un embarras qu'il fallait tolérer par politesse. Charles a retrouvé sa voix. Samuel, nous n'avions aucune idée. Non, vous ne saviez pas. Et c'est exactement le problème. Vous ne saviez pas. Alors vous vous êtes senti libre de me traiter comme si j'étais inférieur à vous. Vous m'avez assis à la table 12 avec les autres personnes que vous vouliez oublier. Vous avez parlé de moi comme si j'étais un fardeau que Marcus devait porter. Vous avez clairement fait comprendre que ma présence au mariage de mon propre fils était quelque chose à gérer plutôt qu'à célébrer. Je me suis tournée pour m'adresser à toute la salle. J'ai passé toute ma vie à travailler de mes mains, à réparer des choses, à maintenir des systèmes en marche. J'ai été fière de ce travail parce qu'il comptait. J'ai aidé à faire fonctionner un hôpital pour que les médecins puissent sauver des vies. J'ai élevé un fils qui est devenu chirurgien pédiatrique, qui sauve des vies d'enfants tous les jours. J'ai été mariée à une femme qui a appris à des centaines d'enfants à lire, à écrire et à croire en eux-mêmes. Ma voix s'est renforcée en continuant. Je n'ai jamais eu besoin de l'argent de qui que ce soit pour connaître ma valeur. Je n'ai jamais eu besoin de l'approbation de qui que ce soit pour être fière de qui je suis. Mais ce soir, j'ai vu mon fils, le garçon que j'ai élevé pour défendre ce qui est juste, rester silencieux pendant que sa nouvelle famille traitait son père comme un citoyen de seconde zone. Marcus pleurait maintenant,
des larmes coulant sur son visage alors que le poids de ce qui s'était passé ces derniers mois le frappait enfin. « Marcus, ai-je dit, en regardant directement mon fils. Je t'aime plus que la vie elle-même. Je t'aimerai toujours. Mais je t'ai élevé mieux que ça. Je t'ai élevé pour juger les gens selon leur caractère, pas selon leur compte en banque. Je t'ai élevé pour être fier d'où tu viens, pas pour en avoir honte. » Victoria sanglotait dans ses mains, son mariage parfait s'effondrant autour d'elle. Patricia et Charles avaient l'air de vouloir disparaître dans le sol. « Alors, voici ce qui va se passer », ai-je continué, ma voix calme et contrôlée, malgré le chaos que j'avais déclenché. « Je vais partir maintenant. Je vais rentrer chez moi, dans la maison où j'ai élevé mon fils, où j'ai aimé sa mère, où j'ai appris ce qui compte vraiment dans la vie. Et j'espère qu'un jour Marcus se souviendra des leçons que nous lui avons renseignées sur le respect et la dignité des gens. » J'ai commencé à marcher vers la sortie, puis je me suis arrêtée et me suis retournée une dernière fois. « Oh, et Patricia, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter que mon côté de la famille s'adapte à votre style de vie. Nous avons vécu des vies riches depuis toujours. Nous mesurons simplement la richesse différemment de vous. » J'étais à mi-chemin de ma voiture quand j'ai entendu des pas courant derrière moi. Je me suis retournée pour voir Marcus jogger à travers le parking, sa veste de smoking coûteuse flottant dans la brise du soir. « Papa, attends. S'il te plaît, attends. » J'ai arrêté, mais je ne me suis pas retournée. Je ne pouvais pas encore le regarder sans ressentir de nouveau la déception. « Papa, je suis tellement désolée. Vraiment désolée. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je ne sais pas pourquoi j'ai laissé ces gens te traiter comme ça. Moi, je sais, ai-je dit, en me tournant enfin pour lui faire face. Tu t'es laissé séduire par leur monde. Tu as commencé à croire que ce qu'ils avaient était meilleur que ce que nous avions. Tu as oublié d'où tu viens. » Marcus pleurait ouvertement maintenant, sans se soucier de qui pourrait le voir depuis les fenêtres du country club. « Tu as raison. Tu as absolument raison. J'ai laissé ces gens me rendre honteux du meilleur homme que je connaisse. J'ai laissé ces gens me rendre honteux de l'homme qui m'a appris tout ce qui est important dans ma vie. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de l'argent? Toutes ces années à te voir travailler si dur, t'inquiéter pour les factures? Parce que ta mère avait raison. L'argent change les gens. Regarde ce qui t'est arrivé juste en côtoyant leur argent. Marcus, imagine ce qui serait arrivé si tu avais grandi en sachant que nous avions plus que nous ne pourrions jamais dépenser. » Nous sommes restés là dans le parking pendant un long moment, le bruit de la réception continuant à l'intérieur du country club derrière nous. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» a demandé Marcus. « Maintenant, tu dois décider qui tu veux être. Tu dois décider si tu vas être l'homme que ta mère et moi avons élevé ou si tu vas être l'homme que les Ashworth veulent que tu sois. » Marcus a essuyé ses yeux avec le dos de sa main, une lueur de compréhension commençant à poindre dans ses yeux. « Je dois retourner là-dedans, » a-t-il dit. « Je dois leur faire face. »« Oui, tu dois. Et la manière dont tu géreras l'heure qui vient déterminera quel genre d'homme tu deviendras. » Mais alors que Marcus se tournait pour retourner à l'intérieur, je l'ai rappelé une dernière fois. « Marcus !» Il s'est arrêté et s'est retourné. « Il y a autre chose que tu dois savoir. Quelque chose que je ne t'ai pas encore dit. » Ses yeux se sont écarquillés, se demandant probablement quels autres secrets son vieux père gardait. « Ta mère ne m'a pas juste laissé de l'argent, fiston. Elle a laissé des instructions détaillées sur ce qu'il fallait en faire. Elle voulait s'assurer que cet argent soit utilisé pour quelque chose de significatif, quelque chose qui honorerait les valeurs avec lesquelles nous t'avons élevé. » J'ai sorti un autre morceau de papier de ma veste, pas un relevé bancaire cette fois, mais une lettre écrite de la main soignée de Lorraine. Elle voulait créer une fondation qui offre des bourses complètes aux enfants de familles ouvrières qui veulent devenir médecins, enseignants, ingénieurs, des enfants qui ont l'intelligence et le cœur, mais pas le compte en banque. Elle voulait s'assurer que l'intelligence et le caractère comptaient plus que la richesse familiale. Les yeux de Marcus se sont remplis de nouvelles larmes alors que les implications s'enfonçaient. Elle avait déjà tout prévu, ai-je continué. La Fondation Samuel et Lorraine Washington. Elle voulait que ce soit notre héritage commun,
Quelque chose qui aiderait des enfants comme toi à obtenir l'éducation qu'ils méritent. Papa, c'est incroyable. Mais voici le truc, Marcus. Elle a aussi écrit qu'elle voulait que tu sois impliqué dans la gestion un jour, quand tu serais prêt. Quand tu aurais appris la différence entre avoir de l'argent et être défini par l'argent. J'ai regardé vers le country club, où à travers les fenêtres, nous pouvions voir la réception encore en plein essor, les invités probablement en train de commenter le drame qui venait de se dérouler. Ce soir, tu m'as montré que tu n'es pas encore prêt, mais j'espère qu'un jour tu le seras. Marcus se tenait là dans son smoking coûteux, des larmes coulant sur son visage, comprenant enfin tout le poids de ce qui s'était passé, pas seulement ce soir, mais au cours des derniers mois où il s'était lentement perdu dans la définition du succès de quelqu'un d'autre. Comment puis-je réparer ça, papa? Comment puis-je arranger les choses? Tu commences en retournant là-dedans et en défendant ce qui est juste. Tu commences par avoir une conversation honnête avec ta femme sur le genre de vie que vous voulez construire ensemble. Tu commences par te souvenir que ta mère et moi t'avons élevé pour traiter les gens avec dignité, peu importe ce qu'ils peuvent faire pour toi. Et si Victoria ne peut pas l'accepter, alors tu auras appris quelque chose d'important sur la différence entre l'amour et la commodité. Je l'ai serré dans mes bras, vraiment serré, comme je le faisais quand il était petit et avait besoin de réconfort après un mauvais rêve. Je t'aime, Marcus. Rien ne changera jamais ça. Mais je ne resterai pas silencieux pendant que des gens me traitent comme si j'étais moins qu'humain, même si ces gens sont maintenant de la famille. J'ai conduit à travers les rues calmes du sud-est de Washington, D.C., passant devant les quartiers où j'avais grandi, devant l'hôpital où j'avais travaillé pendant 30 ans, devant l'église où Lorraine et moi nous étions mariés dans une cérémonie qui avait peut-être coûté $300 et qui était remplie de plus d'amour véritable que tout ce que j'avais vu ce soir. En entrant dans ma maison, notre maison, la maison où nous avions élevé Marcus et construit une vie ensemble, j'ai senti le poids de la soirée s'installer enfin sur mes épaules. Mais je ne me sentais pas vaincue. Je ressentais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois, de la clarté. Claire sur qui j'étais. Claire sur ce qui comptait. Claire sur la différence entre avoir de la richesse et avoir de la valeur. Je me suis assis dans mon fauteuil, le même fauteuil où j'avais aidé Marcus avec ses devoirs, où Lorraine avait corrigé des copies, où nous avions regardé Marcus obtenir son diplôme de médecine via un flux en direct pendant la pandémie, et j'ai pensé à ce qui allait suivre. L'argent était réel, 95 millions de dollars soigneusement investis et multipliés sur 30 ans, plus d'argent que je ne pourrais dépenser en 10 vies. Mais le plan de Lorraine pour la fondation était réel aussi. La fondation Samuel et Lorraine Washington, conçue pour aider les enfants qui avaient du talent et de l'ambition, mais qui avaient besoin que quelqu'un croie suffisamment en eux pour investir dans leur avenir. Des enfants comme Marcus l'avaient été. Des enfants comme moi avant que je n'abandonne l'université pour soutenir ma mère malade. Des enfants qui méritaient une chance de montrer ce qu'ils pouvaient faire si quelqu'un leur ouvrait juste la porte. J'ai pensé aux commentaires de Patricia Ashworth sur l'adaptation à de nouveaux modes de vie. Elle avait raison, d'une certaine manière. J'allais devoir m'adapter à cet argent, à la responsabilité qui l'accompagnait, à l'opportunité de faire une réelle différence pour les jeunes. Maintenant, dites-moi, qu'auriez-vous fait à ma place? J'aimerais avoir de vos nouvelles aussi. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo avec quelqu'un aujourd'hui.